bonjour à nos chers auditeurs et nos chers participants à cette rencontre organisée par Educateam sous le thème Enjeux des organisations en 2021, quelles compétences. Et donc, nous avons eu le plaisir d'écouter ce matin, dans le cadre de la journée Banque et Finances, différents experts qui se sont relayés pour parler de toutes les problématiques qui sont liées aux organisations, au capital humain, en tout cas aux ressources humaines, à la transformation, aux enjeux digitaux, réglementaires. La liste de sujets abordés était très importante et nous avons en dernier lieu entendu un expert nous parler du sujet du financement et en tout cas du partenariat entre les banques et les TPME. Évidemment, les sujets ont été abordés du point de vue des collaborateurs des établissements bancaires et financiers, mais également de leurs clients, ça va de soi, puisque sans l'existence du client, il n'y aurait pas d'activité. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir 4 éminents experts qui vont nous parler de la gouvernance, du pilotage et du leadership dans le secteur bancaire et financier. Je vais vous présenter ces derniers dans l'ordre de leur intervention. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir en premier lieu, c'est Rachid Belkaya, professeur Belkaya, si vous me permettez. Alors, je vais vous présenter les autres experts le temps que Rachid se connecte. Donc, nous avons, alors en 2 mots, Rachid Belkaya est un grand expert de la gouvernance internationale, expert international, je le précise au passage. Après avoir occupé différents postes de secrétaire général, d'administrateur directeur général, de PDG de différentes filiales internationales, avoir fait un passage dans la banque également. Monsieur Rachid, c'est Rachid Belkaya. Et aujourd'hui, le fondateur et également évidemment le président de sa propre structure. Alors son parcours est tellement riche que je vais m'arrêter quand même sur certains points importants. Alors comme fonction qu'il a pu occuper, il est d'ailleurs notamment administrateur indépendant de plusieurs structures de renom. Nous ne citerons pas évidemment par principe, mais il a été administrateur de ce qui figure dans son parcours de différentes, bon je ne vais pas les citer, donc ça c'est pas l'objectif, mais vice-président en tout cas de l'Institut marocain des administrateurs, grand passionné de pédagogie, je le dis au passage, une petite note personnelle, passionné de musique. Et puis ce qu'on a en commun, c'est un pays, puisque Rachid Belkaya est également le consul général pour le Maroc et à Casablanca de la Finlande. Consul général de Finlande plutôt. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer lors de réunions chez son Excellence l'ambassadeur à Rabat. Dans le contexte de ces échanges, nous étions autour des mêmes sujets qui nous animent pendant cet événement. L'humain revenait souvent dans les discussions, les compétences et le modèle pédagogique finlandais dont on a pas mal parlé hier. J'en parlerai un peu peut-être en synthèse de cette rencontre. Bienvenue à vous, Rachid. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Merci beaucoup. Nous avons également Hicham Kharro, qui est directeur général alors je vais récupérer rapidement les informations pour vous présenter son parcours. Donc, directeur général de Shaibi LLD, donc location de longue durée, qui est la filiale du groupe Banque Populaire de LLD. Hicham Kharro, pareil, hein, vous avez tout ça en commun, messieurs et mesdames, c'est que vous êtes, mesdames et messieurs, pardon, des passionnés de l'humain, de la compétence. Hein. Si Hicham également a fait un parcours brillant en termes pédagogiques, d'abord en tant que dans sa formation, en tant que hier nous accueillons le président de l'association des ingénieurs d'école Mohamedia, donc Hicham Kharro, lui-même titulaire d'un diplôme à l'école Mohamedia des ingénieurs, cette grande école d'ingénieurs de réputation mondiale et bien de nature marocaine. Quelques autres formations de haut niveau, notamment un MBA de l'ESC Toulouse, mais en termes de parcours professionnel, Hicham est un expert donc du secteur de l'automobile, on peut le dire, hein, avec toutes les composantes, si je peux le dire, entre autres. Donc, un passage chez Toyota, un passage chez Hertz Équipement en tant que directeur commercial, un expert aussi du développement, il faut le dire, avant d'arriver à l'humain. Donc, directeur technique chez Budget Locasom et member of the board, technical director de Shaibi LLD, pour être depuis de 2000 mai en tant que directeur général au niveau de Shaibi LLD. Un grand passionné de l'humain avec vraiment beaucoup d'actions citoyennes. On voit souvent ces posts sur LinkedIn et un classement de meilleurs employeurs de l'année il y a quelques temps de cela, aussi membre de l'association pour le progrès du management. On a eu l'occasion de se connaître et de se rencontrer. Bienvenue à vous, Hicham. Merci, Cédric, et bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et toujours, merci beaucoup d'être parmi nous et toujours donc dans l'ordre des interventions. Donc, j'ai ensuite le plaisir de vous présenter toujours au sud de la Méditerranée, hein, sachant bien que vous avez quand même tous un regard vers l'international. Sifouad Haraz, qui est donc un expert en banque participative et transformation, qui va certainement reprendre les propos de Rachid tout à l'heure par rapport à l'évolution de la banque participative, j'en ai aucun doute.
et donner son point de vue d'expert là-dessus. Donc, diplômé de l'école des ponts ParisTech, Institut national de statistique et d'économie appliquée également. Foued a également fait une formation en coaching. Lui-même est un passionné d'humain. J'ai le plaisir de rencontrer Foued dans le cadre de l'association pour le progrès du management. Nous avons passé des moments très agréables ensemble également tous les trois avec Hichem Khalo. Et nous avons été des apprenants. Je le dis au passage, pourquoi je cite la PM, parce que c'est une grande école pour nous tous. Nous avons été apprenants, nous avons écouté des experts qui nous ont permis aussi de transformer nos mindsets au profit de nos entreprises et des entreprises que nous dirigeons. Donc, vous avez été directeur des programmes, directeur central des programmes et d'organisation également, et au niveau du groupe Crédit Agricole, directeur général de El Akhdar Bank, la filiale banque participative du groupe Crédit Agricole, et directeur exécutif, qui est la fonction que vous occupez aujourd'hui. Bienvenue à vous. Bonjour Cédric, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Et donc, j'ai également le plaisir d'accueillir maintenant au nord de la Méditerranée quelqu'un qui est tout aussi marocain qu'il est français, je tiens à le dire. Tout à l'heure, on parlait de l'historique de notre partenaire historique, cher partenaire, l'École supérieure de la banque, quelqu'un qui a fait aussi un passage et beaucoup de contributions à la formation interbancaire dans le contexte international. Donc, Jean-Christian Loitier, que nous avons le plaisir de côtoyer, qui est un ami proche, on peut le dire, de longue date. Qui nous accompagne sur des projets aujourd'hui. Nous avons des projets d'accompagnement d'administrateurs de grandes banques à l'international ensemble, pour ne citer qu'un exemple. Et Jean-Christian Loitier est toujours aussi diligent qu'il était à ses premiers jours. Vous êtes, comment le dire, vous décrire votre parcours est si riche, mais quelqu'un qui a beaucoup contribué à la formation dans différents domaines, notamment l'expertise comptable, la banque évidemment, comme je l'ai cité. Et aujourd'hui, vous êtes expert en banque et finance. Formateur dans plusieurs grandes écoles de commerce et universités de référence en France, et vous intervenez aussi à l'international. Bienvenue à vous, cher Jean-Christian. Merci Idriss, bienvenue à tous et bravo pour la qualité de tous ces débats que je suis depuis midi. Je trouve que c'est une richesse, on se sent humble face à ces magnifiques interlocuteurs que vous avez depuis tout à l'heure. Merci beaucoup de venir contribuer au débat et à la richesse, et pour ce propos à l'attention des autres intervenants qui sont passés avant, et merci aussi de votre présence à tous les quatre. Vous avez décidé donc d'aborder le sujet de notre panel qui est la problématique posée aujourd'hui, et donc la gouvernance. Alors, j'y arrive, hein, vous voyez, comme quoi si on passe d'un écran à l'autre trop souvent, on finit par oublier même le thème sur lequel on se trouve. Donc, on est bien d'accord qu'on est sur la gouvernance, le pilotage et le leadership dans le secteur bancaire et financier. Nous allons remonter en haut des organigrammes, nous allons nous balader à l'intérieur des organisations, écouter un petit peu ce que nous disent les experts dirigeants que vous avez en face de vous. Et donc, pour CLH Beccaria, donc le sujet va être abordé vraiment d'un point de vue économique, juridique et socio-culturel, parce qu'on ne peut pas parler de gouvernance si on ne parle pas d'environnement socio-culturel des organisations, mais également externe à ces dernières. Et nous allons avoir un regard profond sur la stratégie et comment la stratégie est liée à la gouvernance, le management, avec des tendances lourdes qui s'affirment au niveau de l'environnement des entreprises depuis notamment l'avènement de la situation que nous vivons, et des impacts en matière de gouvernance de ces tendances et sur le management des organisations. On verra comment les deux sont connectés. Je l'imagine très clairement dans le propos de Sirachid. Hichem va nous parler des regards croisés, il va nous parler donc avec un regard, alors pour les deux experts que je viens de préciser, un regard au nord et au sud de la Méditerranée, avec une notion également de lecture de l'environnement socio-culturel et technologique en complément, un regard du point de vue client. On sait qu'il y a une excellence en termes de relations clients dans l'organisation qu'il dirige, des sujets liés au management. Et évidemment, pour commencer, messieurs, je vous pose la même question que j'ai pu poser à tous ceux qui ont fait le regard croisé d'experts au préalable. Vous êtes la dernière session d'intervenants de cette journée. Je suis très heureux de clôturer avec vous. Ça me donnera un peu plus de temps, mais soyons quand même bons sur la gestion du temps. Vous avez exactement 5 minutes chacun pour me donner votre état des lieux sur l'impact de la situation que nous vivons depuis quelques mois en termes de transformation des organisations par rapport au thème que nous avons posé. Bienvenue à vous tous. On va commencer donc par Rachid Beccaria. Bienvenue, c'est Rachid. Merci beaucoup, Driss. Félicitations d'abord à toi et à toute l'équipe d'Educateam pour cette initiative. Moi, j'ai personnellement assisté à l'événement depuis le début, donc depuis hier à 10h, 10h locales, et effectivement, il y a des interventions et des échanges de très, très, très grande qualité. Alors,
le thème c'était les enjeux en 2021 et pour quelles compétences. Alors, je dirais que 2021 a été un déclencheur, un révélateur, sachant que beaucoup de tendances avaient commencé à voir le jour depuis déjà un certain nombre d'années. Alors, ça a été dit ce matin, le secteur bancaire a beaucoup évolué, s'est beaucoup transformé au plan national, au plan international. À la faveur de plusieurs phénomènes. D'abord, les mutations des économies des pays. Il y a le phénomène de la digitalisation. Il y a le phénomène également de transformation en profondeur des métiers de la banque. L'évolution des pratiques managériales internes auprès des banques, ça a été évoqué tout à l'heure, la relation client. Et il y a sans doute un domaine qui est très affecté par les aspects réglementaires, c'est le domaine de la conformité et le domaine de l'éthique. Ça a été rappelé ce matin, notamment dans l'intervention de notre collègue et ami C. Rani. Alors, ce qui est important, donc, par rapport aux faits éthiques, depuis la crise de 2008, il y a eu les premières faillites systémiques, notamment avec Lehman Brothers. Il y a eu un certain nombre de sanctions imposées par les régulateurs. Je vais en citer quelques-unes. Il y a la sanction contre le HBS et sa filiale mexicaine pour des carences en matière de lutte contre le blanchiment, et ça s'est traduit par une pénalité de l'ordre de 1,9 milliard de dollars. Il y a des amendes diverses également qui ont été infligées à des banques pour avoir transgressé des sanctions, le régime des sanctions américaines. Il y a le cas de BNP Paribas en 2014 avec une amende de 8,9 milliards d'euros. Il y a eu des amendes de 60 milliards de dollars aux banques américaines pour avoir commercialisé les subprimes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un très très fort souci aujourd'hui au plan mondial de transformer le secteur bancaire et d'évoluer vers une banque responsable. Ce qui veut dire qu'au niveau des dirigeants de la banque, des mandataires sociaux et des administrateurs, il y a ces nouvelles règles qui vont fortement impacter la nature du travail, l'étendue du travail et également les comportements et les postures dans le travail. Alors, les premières transformations qu'on a pu voir au niveau mondial, concernant la gouvernance des banques, ça a été une responsabilisation accrue des membres de conseils d'administration ou de surveillance et disons une revue un peu du scope d'intervention de ces organes délibérants. Alors, dans notre pays, donc il y a eu au début des années 2010 un code marocain de bonnes pratiques de gouvernance qui a été adopté par les établissements de crédit et très vite, il y a eu la loi bancaire qui a consacré notamment la notion d'administrateur indépendant, qui a institué et renforcé le rôle des comités spécialisés au niveau des conseils d'administration. Dans le cas marocain, donc maintenant nous avons le comité d'audit, le comité des risques. Certaines institutions se dotent de comités de nomination et rémunération. Et puis à l'international, il y a une tendance très forte en faveur des comités développement durable. Donc aujourd'hui, au niveau de la gouvernance, alors quand je parle de la gouvernance typiquement, c'est le management du management,
Hein, donc, on se situe forcément au niveau du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais la gouvernance également interagit, ces organes délibérants interagissent avec les exécutifs et donc toute la classe dirigeante au niveau des établissements bancaires est forcément impliquée dans ces processus. Et donc aujourd'hui, il y a un double souci. Un premier grand souci de conformité et puis beaucoup d'exemplarité dans la pratique du métier, sachant que les établissements de crédit sont extrêmement sensibles à la notion de risque de réputation. Alors, il y a un autre fait, qui mérite d'être signalé, c'est l'émergence des pratiques de responsabilité sociale d'entreprise au sein même des établissements de crédit. Donc aujourd'hui, on remarque que beaucoup d'établissements sont fortement engagés dans cette voie. Au plan national, on a certaines banques qui ont même obtenu des distinctions à l'international concernant leurs pratiques. Et donc, c'est une tendance lourde qui s'affirme. Parfait. Il y a également le développement de la finance verte. Et c'est un phénomène aussi qu'on observe dans notre pays. Et il y a, surtout à l'international, la promotion d'une diversité sociétale. Et je citerai un exemple à cet égard, c'est Goldman Sachs qui a annoncé qu'elle ne participerait plus à des IPO de sociétés qui ne disposent pas d'au moins un membre de couleur ou d'une femme dans leur conseil d'administration ou dans leur comité exécutif. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la classe dirigeante des banques et des organes de gouvernance des banques, donc il y a une très très forte sensibilisation donc à ces questions à la fois de conformité et et ce n'est pas de la cosmétique. Ce n'est pas de la cosmétique, c'est-à-dire qu'il y a un très fort souci de démonstration des bonnes pratiques vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Excellent. C'est Rachid, je vais proposer. Excellent. Merci beaucoup pour ce propos introductif. Je vais proposer qu'on passe aux autres intervenants. Comme ça, on écoute leur regard et on aura un moment aussi d'échange en regard croisé. OK. Une introduction absolument remarquable parce que ça permet de comprendre tout de suite que vous êtes rentré dans le vif du sujet en parlant des sanctions qu'ont encouru certains de ces établissements bancaires qui n'ont pas tenu compte des restrictions ou plutôt des réglementations en matière de bonnes pratiques, notamment liées au financement, au blanchiment des capitaux ou autres. Il est évident que de toutes les manières, quelle que soit la mise en place d'un code de déontologie au sein de l'organisation, sa mise en application est ce qui vraiment va faire la différence, ou vraiment les normes de bonne gouvernance et de bonne pratique, qu'elles soient ouvertes sur du développement durable ou sur de la parité, d'égalité et autres, et de l'inclusion. L'évidence, c'est que c'est la mise en application qui fera bien la différence entre la compliance et la mise en conformité et la réalisation de cette mise en conformité sur le terrain. J'aimerais entendre à présent Hicham Khallo qui va nous dire comment ça se passe de son point de vue. D'abord, quel état des lieux depuis cette situation de transition que nous vivons et en vraiment pas plus de 4 minutes, comme ça on aura un temps d'échange entre les intervenants. Merci de me préciser quelle est votre perspective depuis, plutôt votre analyse depuis que nous vivons cette transition. État des lieux de votre part. Merci à vous, Hicham Khallo. Merci Idriss et merci à tout le monde. Donc je félicite Rachid pour son intervention. Donc, que dire après ce qu'il a dit, hein, donc, et comme lui, j'ai assisté à l'événement depuis hier. Donc, l'essentiel a été dit. Les intervenants étaient d'une qualité juste incroyable. Et donc, pour ma part, donc, je vais peut-être me répéter, mais la pandémie, donc l'année 2020, n'a fait que mettre en évidence des tendances qui étaient déjà là. Donc, d'ailleurs, on peut le constater en quelques jours, quelques semaines, une bonne partie des établissements bancaires et de grandes entreprises se sont adaptés facilement à la nouvelle donne, soit en assurant le télétravail pour leurs
collaborateurs et aussi en assurant la continuité de l'activité en des temps records. Donc, les tendances de fond qui viennent quand même depuis quelques années sont d'ordre sociétal et comme on le sait, le changement sociétal ne se décrète pas. C'est des tendances qui prennent du temps pour s'installer et donc ça a un impact bien entendu sur tous les domaines, notamment donc des nouvelles façons de travailler avec le nomadisme qui existait déjà avant la pandémie. Donc le télétravail était déjà dans les têtes. Et la pandémie a juste concrétisé le fait que c'est possible. Et on a trouvé des difficultés avec le middle management qui s'est rendu compte que finalement la présence physique n'était pas un élément important pour la performance. Et on l'a vu chez beaucoup d'entreprises, la performance était là malgré les conditions difficiles et inédites. Également pour les nouvelles attentes des collaborateurs, donc on se rend compte que l'humain revient au centre des préoccupations de la société en général et des entreprises en particulier, et des banques. Et donc, le bien-être des collaborateurs, l'expérience collaborateur qui aujourd'hui revient en force, on se rend compte que c'est quand même l'essentiel de ce que va être le monde du travail à l'avenir. Également, de nouveaux modes de consommation, donc ce qui est valable pour les collaborateurs est valable pour les consommateurs. Donc, ils ont besoin encore plus et paradoxalement de proximité, de personnalisation, d'hyper-personnalisation même. Donc voilà, donc il y a aussi des tendances de fond sur le domaine technologique. Donc on a vu que le digital, on en parle depuis quand même une dizaine d'années, même plus. Mais là, on se rend compte que finalement, c'est dans la crise que les choses avancent très vite et que finalement les verrous sautent et que la majorité d'entre eux sont d'ordre psychologique, puisque en l'espace de quelques semaines, quelques mois, des entreprises, de grands groupes ont franchi le pas sur des choses qu'ils devaient faire depuis quelques années. L'avantage, c'est quand même, on peut rapidement rattraper le temps perdu. Les compétences en ce domaine, en termes de prestataires ou de compétences internes, existent, elles sont là. Il faut juste leur donner les moyens d'exprimer leur savoir. Donc voilà, donc l'automatisation, on en a parlé et d'autres en ont parlé, ça va juste accélérer encore davantage les choses et permettre aux collaborateurs de passer à des interventions à valeur ajoutée parce qu'il y aura un gain de temps qui est très, très important. Donc, je ne voudrais pas tarder plus longtemps, donc je pense que j'ai consommé mes 5 minutes et j'espère qu'on aura le temps d'échanger totalement. Merci beaucoup de vous prêter au timing tous les deux. Merci beaucoup d'accompagner cette démarche. Alors, on va passer à Sifoued. Sifoued, bienvenue à vous, cher ami. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre perspective à vous? Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur votre analyse de l'état des lieux depuis l'avènement de la transition que nous vivons? Bienvenue à vous. Merci Cédric. Bon, d'abord, je tiens à te féliciter pour l'événement, pour la qualité des intervenants. J'ai suivi effectivement depuis hier les interventions, sont vraiment d'une qualité remarquable. Donc, je tiens à te féliciter. C'est vraiment un événement très intéressant. Pour un faire vue de la conduite du changement, parce que moi, j'ai consacré mes 24 ans de carrière à la conduite du changement, quand je vois le sujet de notre discussion maintenant, qui tourne autour de leadership, pilotage et de la gouvernance. Je suis extrêmement satisfait parce que ce sont les ingrédients qui permettent réellement d'amorcer les changements de très haut niveau. Parce que généralement, quand on parle de conduite du changement, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de l'entreprise. Ça se passe, c'est géré exclusivement par le management. Alors que là, en intégrant cette composante gouvernance, et c'est Rachid, notre grand expert de la gouvernance, il a fait une belle introduction de cette rencontre, démontre quand même qu'à ce niveau-là, il y a encore des choses à faire et c'est encore très intéressant pour
la conjoncture que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, cette conjoncture démontre à la fois la capacité de l'humain de s'adapter. Et donc, je pense que là, on a constaté à notre niveau, au niveau d'une petite banque, et ça, je vais revenir sur ce point, parce que cette crise-là, je l'ai vécue au sein de l'Artal Bank, qui est une banque participative qui a un peu plus de 3 ans. Et nous avons vécu cette période-là avec beaucoup de facilité, étant donné qu'il y avait, on va dire, un travail préalable sur les méthodes de fonctionnement et sur l'agilité de la banque. Et donc, ça, c'est dû à la limite à la jeunesse de la banque. Mais globalement, cette période a démontré la capacité des institutions à s'adapter et à apporter des solutions beaucoup plus efficaces et démontre que l'être humain n'a pas de limite par rapport aux solutions qu'il peut apporter aux problématiques. Ça démontre aussi que nous rentrons définitivement dans une période où l'incertitude est l'élément permanent. Donc aujourd'hui, dans tous les domaines d'activité, le manque de visibilité est devenu un élément constituant de notre activité. Pourquoi cet élément est important? Parce que, tout simplement, quand on a, au niveau de la gouvernance, on a des structures qui sont là pour équilibrer les pouvoirs, bien sûr, entre les détenteurs ou les actionnaires et le management, mais aussi, ça a été élargi pour intégrer les différentes parties prenantes, donc assurer un certain équilibre dans l'intérêt de l'institution ou de la banque et assurer sa pérennité et son développement permanent. Donc, le fait d'avoir ces différents rôles font que on ne peut pas gérer comment dirais-je, on ne peut pas gérer des situations où on a besoin de prendre des décisions en permanence, mais en même temps, nous avons un cadre en tant que manager, nous avons un cadre imposé par les actionnaires qu'il faut respecter à la lettre et qu'il faut respecter d'une manière à pérenniser la banque. Donc, des fois, on peut trouver que l'agilité qui est nécessaire aujourd'hui pour faire fonctionner une institution, elle peut être contradictoire avec les règles de gouvernance. Ça, c'est dans la forme, bien sûr. Maintenant, ça pousse un peu la réflexion, ça nous pousse en tout cas à mener la réflexion pour dire comment les organes de gouvernance peuvent s'adapter pour intégrer ces éléments d'agilité et devenir eux-mêmes des éléments pour faire avancer la transformation de l'institution. Et donc, c'est pour dire que le travail, bien sûr, je pense que tout a été dit sur la partie digitale, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que le digital transforme tout, ça c'est évident. Maintenant, la crise pandémique démontre aussi qu'il n'y a pas que le digital, il n'y a pas que cette évolution technologique que nous devons vivre, nous devons aussi savoir qu'il y a des événements majeurs qui vont frapper, on va dire, l'humanité de manière générale, d'une manière régulière. Ça, c'est les experts qui le disent. Donc, on s'installe dans cette gestion des événements extraordinaires qui vont venir régulièrement. Alors, notre capacité, notre intelligence serait de dire comment embarquer tout le monde à tous les niveaux. Tout le monde a parlé effectivement du management, et ça, c'est évident, de management et des équipes au niveau de l'institution. Mais la partie qui concerne la gouvernance, le conseil d'administration, les différents comités, comment on peut faire que ces membres-là soient aussi dans cette évolution et puissent intégrer cette composante-là dans leur fonctionnement. Comment on peut aujourd'hui, au sein d'un conseil d'administration, insister toujours pour avoir une stratégie ou un plan stratégique qui va sur 3 ans ou sur 5 ans. Comment on peut à la fois faire en sorte qu'il y ait un cadre, parce que le cadre est nécessaire, on en a besoin, on ne peut pas fonctionner sans cadre, mais en même temps,
mettre en place les mécanismes qui permettent à ce cadre-là d'être agile et de donner les résultats qu'il faut. Le métier de la banque, je ne sais pas si c'est ce que je dois m'arrêter là ou… Non, non, j'écoute pour la conclusion. J'aimerais aussi passer au regard du côté nord. Donc là, j'ai une très belle analyse. Je vous laisse finir sur votre propos. Moi, je voulais juste rappeler, parce que pour le secteur bancaire est un secteur qui gère le risque. Et quand on parle de risque, si on manque de visibilité, nécessairement le risque augmente. Et donc, on est dans un secteur qui est fortement réglementé. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est réglementé aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, et puis, on sait que le secteur bancaire est passé par plusieurs crises. Il a d'ailleurs été même la cause de plusieurs crises. Cette fois-ci, il n'est pas la cause de la crise, et tant mieux. Mais c'est un élément qui peut jouer un rôle très important pour pouvoir dépasser cette crise-là et pour pouvoir s'installer dans une logique nouvelle qui permet à la fois de gérer, comme j'ai dit, l'incertain d'une manière permanente et pouvoir accompagner les différents acteurs économiques en termes de financement, mais surtout aussi en termes de conseil et en termes d'accompagnement. Merci beaucoup, Fouad. Cher ami, c'est excellent. Et donc, ce que je retiens bien, c'est que la gouvernance est au service des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, une gouvernance qui soit alignée sur les enjeux des actionnaires, évidemment, et leurs attentes de retour sur leur investissement et de bonnes performances économiques d'organismes, mais également du management de l'entreprise. On peut lier ce propos à ce qui a été dit par notre éminent premier intervenant, professeur Beccaria, qui nous a parlé du management. Donc, une gouvernance aussi qui est peut-être dans l'agilité par rapport à son interaction avec des sujets opérationnels, en tout cas une capacité de s'adapter aux transitions, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient socio-économiques en général. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette gouvernance vit au cœur d'un écosystème bien interne et externe également. Et je propose qu'on aille maintenant regarder du côté du nord de la Méditerranée en accueillant cher Jean-Christian Lointier qui, lui, va nous donner également sa perspective ou plutôt son analyse de ce qu'est l'état des lieux par rapport à la transition que nous traversons globalement depuis le début de la situation vécue à l'échelle planétaire. Bienvenue à vous, cher Jean-Christian. On vous écoute pendant 4 à 5 minutes tout au plus. Merci. Voilà, je disais merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Je disais, nous sommes dans un environnement qui est extrêmement mouvant et complexe, comme il a été rappelé depuis le début des interventions. Et cet environnement qui est mouvant et complexe, on sait qu'il tient à des événements comme la digitalisation, comme la réglementation, comme l'environnement économique, la pression des taux d'intérêt, etc. Je me permettrai, si vous le voulez bien, pour être très bref et très court, j'ai structuré mon propos autour de 5 types de pressions qui s'exercent sur les administrateurs, sur la gouvernance d'une banque, tel qu'il m'a semblé le percevoir dans les entretiens que j'ai eus avec des dirigeants de banques au Proche-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique ou en Europe. Il m'est apparu 5 types de pressions qui ressortaient. La première de ces pressions, elles ne sont pas chronologiques. Hein. La première de ces pressions, c'était des pressions qui émanaient des autorités de tutelle et de contrôle. On s'est aperçu en effet qu'on a un renforcement des dispositions réglementaires et législatives. On est tous au courant des nouvelles normes IFRS, des normes BaFi, SURFI, CEPA, enfin on pourrait comme ça multiplier à l'envi le nombre de réglementations. On sait qu'on a une législation de plus en plus forte au titre, enfin qui veut agir sur la transparence des tarifs bancaires. On sait bien évidemment que BAL 3 a émis des contraintes nouvelles et supplémentaires et très fortes sur le coût des capitaux. Et puis, on a eu aussi besoin de mobiliser plus de capitaux pour répondre à ce qu'on appelle les stress tests. Et donc, dans ce contexte-là, on voit bien que pour tester la solvabilité des banques, on a exercé donc des pressions qui sont considérables, ce que j'appelle moi le contexte réglementaire. On a un deuxième type de pression qui s'est exercée de manière extrêmement puissante. Elle émane, elle, de la communauté financière. Il y a en effet une exigence croissante de la part des actionnaires, des sociétaires, des agences de rating. On sait tous que les investisseurs veulent toujours plus d'informations et ils veulent une information qui soit riche, fiable également, qui soit de qualité et en plus, qui soit de plus en plus courte. On veut une information qui est presque en temps réel. C'est
quelque chose d'être quasiment impossible à réaliser pour un conseil d'administration, on le sait bien, et pourtant, ça existe parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la transparence. Troisième type de pression que j'ai cru identifier, elle concerne le contexte sectoriel. On sait qu'il y a de plus en plus de concentration sur les marchés des banques et qu'il y a une émergence également, une espèce de progression de nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les fintech aujourd'hui. Et ces fintech, ce sont des espèces de micro-organismes qui sont en train de se constituer. Et alors, ils ont un avantage fabuleux, c'est que comme ils veulent se faire une place au soleil, eh bien, ils ont une créativité, une force d'innovation absolument exceptionnelle. Et ça, eh bien, ce contexte sectoriel, cette pression qui est mise sur les banques traditionnelles qui exercent, ça crée une pression supplémentaire sur les conseils d'administration. Quatrième type de pression, vous la connaissez tous, puisque vous fréquentez les mêmes dirigeants que moi, ou vous êtes dirigeant vous-même, c'est ce qu'on appelle la pression de la direction des marchés, la conduite des marchés. Pourquoi? Parce que les banques veulent absolument éviter une dégradation de leur chiffre d'affaires ou de leur marge, parce qu'aussitôt, ça a un impact sur le cours de l'action. On veut faire évoluer les modalités de pilotage. Vous les avez rappelées tout à l'heure. Il y a aujourd'hui de plus en plus de critères. On parle aujourd'hui de bonne gouvernance, on parle, comment dire, de RSE. Il faut qu'on soit responsable socialement et économiquement. On nous parle de réduction de coûts de production, donc produire mieux, plus, moins cher. Et puis, bien évidemment, on nous parle, c'est évident, de rentabilité du capital, les fameux ROI ou ROE, comme on connaît tous. Tout ça, ça constitue là aussi une pression supplémentaire. Et puis enfin, on ne peut pas éviter d'aborder la cinquième pression qui, elle, nous vient de la clientèle. Cette clientèle, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce qu'elle nous reproche à nous banquiers? Elle nous reproche une certaine dégradation de notre image de marque. On y est un petit peu responsable, on est un petit peu fautif. On n'a pas toujours tout fait pour donner la meilleure image de nous. Rappelez-vous cette image qui consiste à dire le banquier, c'est celui qui ouvre le parapluie quand il fait grand soleil. Le banquier, c'est celui qui ne prête qu'aux riches. Et ça, c'est pour ne prendre qu'une caricature. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas irréprochable. Et bien, cette dégradation de l'image, eh bien, va exercer une pression sur nous maintenant si on veut redorer notre blason auprès des clients. Et puis, les clients, ils ont une connaissance aujourd'hui qui est la même que la nôtre. Ils sont passés par les mêmes bancs d'école, ils sont allés dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles de commerce, partout. Ils en savent presque autant de nous. Ils exercent une pression, on l'a dit, sur les prix. Et puis, il y a un dernier facteur que j'ai noté dans mes propos avec les responsables de banque. Eh bien, ils notent une montée en puissance des seniors aujourd'hui dans le monde qui sont dotés du patrimoine. Et ces seniors qui sont dotés du patrimoine et donc qui sont détenteurs de revenus importants, ce sont des gens qui deviennent extrêmement exigeants à tout point de vue, exigeants en rentabilité, exigeants en liquidité, exigeants en risque. Ils sont tellement exigeants que ça crée une dimension supplémentaire. Alors, en guise de conclusion, j'entendais, tout à l'heure, Fouad, permettez-moi de vous appeler Fouad, Fouad disait tout à l'heure, comment peut-on embarquer tout le monde en termes de management? Eh bien, moi, j'adore cette question qui est posée parce que embarquer tout le monde, ça veut dire pas embarquer seulement les leaderships, ça veut dire embarquer l'encadrement intermédiaire et les autres. Pourquoi? Parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui disait « Qu'est-ce qu'on attend d'un administrateur de banque ?» C'est pas qu'il sache réparer la voiture, c'est qu'il sache piloter la voiture. Eh bien, si l'administrateur est un pilote, dans ce cas-là, il faut qu'en dessous, on ait des vrais mécaniciens, des gens qui sachent aider le pilote à conduire sa voiture. Et enfin, toujours pour rebondir sur des propos que j'ai entendus tout à l'heure, et c'est vraiment ma dernière conclusion pour ce qui me concerne, on parlait de plan stratégique et je crois que c'est encore Fouad qui disait plan stratégique à 3-5 ans. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire de temps en temps à mes étudiants. Je leur dis, il y a deux types de plans stratégiques dans une banque. Il y a le plan long terme et le plan court terme. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien, le plan long terme, c'est celui qui permet d'inventer la banque, de réinventer la banque. Alors que le plan court terme, c'est un plan opérationnel. Merci pour votre attention.
Alors, vous l'avez bien entendu, chers auditeurs, nous avons un deuxième éminent professeur avec nous. Merci, cher Jean-Christian, pour ce paysage bien brossé, clairement identifié des 5 pressions. On aurait l'impression d'entendre des matrices de Potter ou des théories de quelques grands autres penseurs du management. En tout cas, un bon résumé en termes de pressions qui ont été précisées comme étant d'une part réglementaire, deuxièmement liées à la communication financière, troisièmement aux enjeux des nouvelles tendances liées à l'innovation telles que les fintech et autres, donc les nouveaux entrants, les disrupteurs comme on en entend souvent parler, et ensuite la conduite des marchés avec tous les enjeux qui sont liés à la rentabilité, ROE, ROI, tous les ratios bien clairement évoqués comme étant au cœur de la préoccupation en liaison aussi avec le coût de la responsabilité sociétale d'entreprise qui fait partie de plus en plus des enjeux de gouvernance. Et enfin, évidemment, en complément, une pression supplémentaire a été évoquée, celle qui relève de l'image de marque, qui n'est pas toujours favorable et qui peut rendre la tâche compliquée. On parle bien de capital d'image, on parle bien de risque réputationnel, tant chez les banques que chez les clients. Nous avons une analyse ce matin de la problématique de la réputation du client vis-à-vis de sa banque. Et bien évidemment que la banque aussi a une réputation à défendre vis-à-vis de son client. Je propose que pour que nous passions à l'étape suivante, nous structurions nos échanges de la manière suivante, mes chers intervenants. Nous allons distribuer les 20 minutes de temps de parole qui nous restent, 20 minutes à quelque chose près, d'une manière égale entre vous 4, et vous allez faire 2 choses. La première, c'est de réagir à ce qui a été dit par vos chers copanélistes, et en même temps, dans ce propos de regard croisé, d'intégrer également votre analyse de la perspective ou des perspectives que nous pouvons attendre pour un avenir proche. Je vous redistribue la parole dans le même ordre que nous avons commencé ce magnifique panel. Commençons par le professeur Rachid Belkaya. Cher Rachid, je vous redonne la parole. Donc, vos perspectives ou votre analyse des perspectives pour un avenir proche, mais au préalable, qu'est-ce que vous voulez dire en réaction à ce qui a été évoqué par vos copanélistes? Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes montre en main pour chacun d'entre vous. Alors, merci d'abord à mes copanélistes pour la qualité et la richesse de leurs interventions. J'aurai beaucoup de commentaires, mais je vais me limiter à un seul commentaire qui est en relation avec l'intervention de Sifouad. Sifouad donc, a parlé de l'incertitude. L'incertitude, moi je dirais que déjà ça fait longtemps qu'on évolue dans un monde VICA, un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Et quelles sont les implications? C'est des implications en termes de comportement et de posture, tant au niveau de la classe dirigeante, au sein de l'organisation, qu'au niveau de l'organe de gouvernance. Et en même temps, dans son intervention, Fouad a interpellé l'organe de gouvernance. Il a dit que ces antagonismes qu'on gère en termes de manager, comment les faire remonter au niveau de l'organe de gouvernance qui est là pour contrôler, pour superviser et pour s'assurer qu'on est tous ensemble sur la même barque. Et effectivement, là, il y a un point extrêmement important, c'est qu'une entreprise, elle a besoin à la fois d'innovation, de flexibilité, d'agilité, et en même temps, il faut avoir le souci de la rentabilité et du contrôle, et surtout dans un secteur comme le secteur bancaire. Eh bien, je dirais que toutes les transformations qui sont mises en œuvre aujourd'hui au niveau des organisations, on doit les retrouver également au niveau de l'organe de gouvernance qui supervise cette… voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que l'agenda du conseil d'administration, par exemple aujourd'hui, si je me base sur les statistiques les plus récentes qui ont été menées au Maroc, bon, bah, l'activité des conseils se développe, mais elle ne se développe pas au rythme nécessaire. Donc là, effectivement, il y a un travail sur l'agenda des conseils d'administration, sur la composition des conseils d'administration. Par exemple, là, il y a des nouveaux besoins, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir. Et il est essentiel que toutes les compétences requises se retrouvent au niveau du conseil d'administration.
Autre chose aussi en relation avec la responsabilité sociale d'entreprise. Bon, moi, je suis senior, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je pense qu'il est de notre devoir, on a le devoir de ne pas trahir les générations futures. Ça aussi, il faut préparer il faut jeter les bases pour pérenniser tout le système économique. Et là, ça m'amène à engager une réflexion sur le capitalisme. Le capitalisme financier, je pense qu'il a montré ses limites, déjà depuis un certain temps. Il y a l'émergence de la notion de valeur partagée, de la création de valeur partagée. Dans un pays comme la France et dans d'autres pays, il y a eu des avancées considérables au niveau du statut de l'entreprise, notamment à la faveur de la loi Pacte. La loi Pacte, très schématiquement, a modifié l'article relatif à l'objet social qui datait de Napoléon, qui disait que l'entreprise allait au service de ses associés, et ils ont rajouté que maintenant l'entreprise a également l'obligation de prendre en compte les impacts sociétaux et environnementaux de ces activités. Voilà. Et ça, moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de choses extrêmement positives, mais malheureusement, l'approche est parcellaire. Par exemple, dans les dernières réformes de la loi sur l'ASA, dans l'exposé des motifs, on dit que l'objectif, c'est d'améliorer le ranking de Doing Business. Je suis désolé, bon, bien sûr, ça doit être une conséquence d'une disposition, mais ce n'est pas une contrainte pour… donc aujourd'hui, moi, si j'ai un appel à lancer, je pense qu'il est important que collectivement, nous réfléchissions à une réforme de l'entreprise. Une réforme de l'entreprise, bon, il y a cette question des finalités, des missions de l'entreprise qu'il faudrait revoir, peut-être réaménager le droit, et puis surtout cette question ces 2 premières journées ont fortement mis l'accent sur le capital humain et son rôle vital, son rôle stratégique pour la survie et le développement des organisations, toutes les relations, revoir un petit peu, revisiter les relations sociales. Revisiter les relations sociales, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a dans pas mal d'organisations, mon expérience d'administrateur m'amène à constater qu'il y a des phénomènes de turnover extrêmement graves. Il y a bien sûr au niveau du top management, bon, on est une certaine maturité, on n'est pas top manager à 25 ans, mais en même temps, quand on est avancé, il faut avoir cette capacité à bien identifier les besoins de ces jeunes générations. Et s'ils sont volatiles, ils sont comme ça. Donc, à nous de mettre en place les dispositifs pour nous adapter à cette volatilité, par exemple. Voilà, donc c'est une invitation, si vous voulez, à la réforme, à une réflexion autour de l'entreprise, mais à une réflexion transverse au niveau national, avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes, à l'instar un petit peu du travail qui a préfiguré la loi Pacte en France, et qui est le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard sur l'entreprise objet d'intérêt collectif. Excellent. Voilà, donc, voilà ma recommandation. Merci beaucoup, et une très belle analyse avec des perspectives encourageantes pour les batailles à mener, parce qu'il faut bien choisir les sujets sur lesquels nous devons dépenser de l'énergie, surtout par les temps qui courent. Et c'est évident que dans l'analyse que vous en faites, cette entreprise dont on parle, c'est cette entreprise faite d'humains. Quand j'entends entreprise, c'est une entreprise avec un grand H. Elle est totalement engagée dans une problématique socio-économique. On ne voit plus du tout l'entreprise aujourd'hui comme étant une structure qui ne réfléchit qu'en termes de ratio financier, de rentabilité, de performance économique, comme on l'a beaucoup dit. Donc, les nouveaux modèles de développement des organisations sont aussi très ancrés, comme vous l'avez si bien dit, dans la problématique de la RSE. Et quand on parle de RSE, il faut parler surtout, pas que du développement durable, mais bien de la problématique de la manière dont nous appréhendons le futur pour les générations futures. J'ai apprécié énormément dans ce propos aussi, cher Rachid,
pas simplement le regard croisé des différents acteurs de cet écosystème, mais également ce voyage intergénérationnel que vous nous avez permis de faire en quelques phrases et quelques propos très édifiants, mais surtout d'arriver à la conclusion de dire que finalement, c'est bien à nous de nous adapter aux nouvelles générations et pas l'inverse. Et en termes pédagogiques, j'avoue que chez nous, c'est quelque chose qui fait partie de nos modèles. J'en parlerai un petit peu à la fin quand tout le monde aura fini son temps de parole. Je vais passer à nouveau sur le temps de parole des 5 minutes, 4 à 5 minutes. Donc, la parole maintenant est à Hicham. Bienvenue également pour une synthèse rapide en termes de perspectives futures, mais avant une réaction aux propos des chers copanélistes. Oh, c'est speed, hein, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je te félicite pour l'organisation de ce séminaire et surtout pour le choix des intervenants. Hein. À chaque fois que on se lasse pas d'entendre Serachid Belkaya à chaque fois. Donc, moi, je l'ai eu quand on a fait le programme Hakama avec la Banque Populaire. C'est toujours un plaisir de la voir. Et pour dire justement par rapport à ce qui a été dit, donc le programme que j'ai cité, Hakama, qui a été lancé par le groupe Banque Populaire et qui a quand même, il y a ça, je sais pas, 8e ou 9e promotion, qui a permis quand même d'avoir une cinquantaine de gens formés aux nouvelles exigences des membres des conseils d'administration, en tant qu'administrateur, en tant que membre de comité, et toutes ces best practices qui sont aujourd'hui indispensables pour pouvoir mener à bien la mission des conseils d'administration au sein de nos entreprises. Donc, la vérité, les interventions de mes collègues, j'ai bien aimé les 5 sources de pression de Jean-Christian, qui a bien résumé un peu la chose et qui vraiment, ça reflète un peu toutes les pressions que nous pouvons subir en tant que membre d'administration. Pour conclure, moi, je note que j'insiste là-dessus, c'est que tout finalement va revenir autour de l'humain. Hein, donc, c'est cette quête de sens. Aujourd'hui, Rachid a parlé de revisiter un peu même le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui et d'y intégrer cette dimension humaine, cette empreinte qu'on voudrait laisser pour nos générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, c'est très important. Hein. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est effectivement complexe. On a parlé du monde VUCA et tout, mais il serait vraiment faux de vouloir adresser la complexité par de la complexité. Cette complexité, il va falloir l'adresser par de la simplicité. Et souvent, c'est par des actions simples. Au niveau des conseils d'administration, des managers, en termes de gestion des ressources, qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Et ça cadre bien avec tout ce que nous faisons au niveau de chez BLLD, qui nous sommes une petite filiale du grand groupe. Mais aujourd'hui, nos actions vraiment impactent au-delà de notre dimension en tant que petite entreprise. Je citerai juste comme exemple qu'on a lancé notre stratégie Impact 2023 qui, justement, focalise sur les 3 P et dans l'ordre. C'est d'abord People, Planet et ensuite Profit, hein, qui en principe devrait être la résultante de toutes ces bonnes actions qui devraient mobiliser les troupes qui sont en quête de sens. Et nous, notre rôle, c'est de leur donner cette envie de contribuer, d'aller au-delà de ce qu'ils font. Hein. Si on prend chez BLLD, nous sommes à la base une société de location de voitures, quoi. Il y en a 6000 sur le marché marocain. Mais comment donner à ces gens, leur dire, voilà, dans tout ce que vous faites, vous contribuez à faciliter la vie du gens. On parle mobilité, on parle de préservation des ressources naturelles, d'impact CO2, de beaucoup de choses. Donc, moi, j'insiste, tout ça, c'est compliqué, c'est complexe, mais il faut l'adresser avec de la simplicité, de la sincérité et y mettre du cœur. Voilà. Merci beaucoup, cher Hicham. La simplicité pour résoudre la complexité, l'authenticité des intentions, la bienveillance envers ses collaborateurs et évidemment
les différentes parties prenantes de l'organisation ou au projet d'organisation. Des réformes, évidemment, on a l'impression aujourd'hui de ces magnifiques propos que nous pourrions facilement engager la réflexion plus longuement sur un véritable think tank. En tout cas, c'est la tournure que prend ce magnifique panel. Je vous en félicite, messieurs. Et je vais passer maintenant la parole à cher Foued, qui va nous donner à son tour, son retour et son regard croisé sur ce qui a été dit par ses chers co-panélistes et également pour lui les perspectives pour un futur proche. En 4 minutes chrono, merci beaucoup. Et je vais respecter les 4 minutes. Bon, il y a tellement de choses à dire quand je vois tout ce qui a été dit par les panélistes. C'est tellement intéressant, beaucoup d'interactions. D'abord, je remercie mon très cher Rachid. J'ai eu le plaisir d'apprendre beaucoup de choses à côté de lui sur la gouvernance. Et effectivement, ça fait plaisir de voir cette vision et cette connaissance profonde qu'il met à profit pour justement contribuer à l'amélioration des choses. Et ça, j'ai de l'admiration pour lui pour ça. J'aime beaucoup ce qu'a dit Hicham parce qu'on voit aussi que quelle que soit la taille d'entreprise, on a de l'impact. On peut avoir de l'impact, quel que soit. Et ça, c'est essentiel parce qu'encore une fois, on est dans l'état d'esprit. Moi, je pense qu'un des éléments qui font aussi ces changements-là, c'est l'importance que commence à prendre la génération Y. Alors, cette importance-là, on la voit au moins à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est en tant que client. Et là, à partir de 2020, des statistiques dans certains pays démontrent que les clients Y, de la génération Y, commencent à peser plus lourd que les autres générations. Donc, à partir de cette année-là, on commence à atteindre 50% et d'ici 2025, dans certains pays, ils vont atteindre 75%. Ça veut dire qu'ils imposent un petit peu leur vision des choses sur le marché. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que la génération Y, c'est la génération qui porte les fintechs, c'est la génération qui porte les néobanques et tout ça. Donc, on les retrouve aussi en tant que structures qui viennent secouer le cocotier, qui viennent secouer le secteur bancaire. Donc, ça, c'est une révolution d'atteindre à ce stade, en 2021, ce niveau-là. Alors, Monsieur Jean-Christian, il a parlé de réinventer le modèle. Et effectivement, c'est là où des structures bancaires classiques, si elles veulent continuer à exister, et je le dis bien, continuer à exister, elles ont besoin, elles sont obligées de se réinventer. Il n'y a pas le choix. Moi, je vais donner juste 4 éléments rapides sur des niveaux où on peut, ça représente les clés de réussite pour moi, à mon avis, mon humble avis, sur la transformation, à 4 niveaux. Le premier niveau, ça concerne toute la partie réglementaire. Il faut que les banques, les décideurs et aussi les administrateurs commencent à regarder les exigences réglementaires différemment. Il faut qu'ils changent de dogme et qu'ils ne voient plus ça comme des contraintes, mais plutôt comme des opportunités à prendre pour améliorer le fonctionnement d'eux. Et ça, c'est important parce qu'on sait à quel point ces exigences-là sont pesantes d'un point de vue financier sur les banques. Et donc, le fait de changer de dogme, je pense que ça donnera plus d'efficacité à ces actions-là. Le deuxième élément concerne le marché, les clients. Donc, encore une fois, là, on a des nouveaux acteurs, les fintechs, les néobanques, qui sont en train d'aborder les clients de manière totalement différente de la manière qui est demandée par les clients. Et donc, si on ne voit pas, en tant que banque classique, installer, si on ne trouve pas le moyen de nous réinventer, c'est beaucoup plus difficile de le faire que pour une banque nouvelle ou une néobanque. Moi, je l'ai vécu dans une petite banque. Avec la jeune génération, c'est beaucoup plus facile parce que c'est natif. Alors que justement, par rapport à des structures qui ont des réflexes peut-être anciens, ce n'est pas si évident que ça. Ça a été dit quelque part, on n'est plus dans la cosmétique, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est important de pouvoir s'adapter sur ce niveau-là. Le troisième niveau, c'est les salariés. Les salariés d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a des années. Pour les capter, pour les intéresser, pour les fidéliser, on ne peut plus fonctionner de la même manière. Si on ne leur donne pas du sens, ça a été dit par Hicham, si on ne leur donne pas du sens au quotidien par rapport à leur travail, si on ne leur donne pas de l'agilité, si on ne leur donne pas de la marge de manœuvre et si on ne leur apporte pas de vrai accompagnement
et non pas le lien hiérarchique d'autorité, mais plutôt un accompagnement et un coaching au quotidien pour leur permettre de vivre leur vie professionnelle telle qu'ils la voient, avec une certaine liberté, mais tout en étant dans un cadre structuré. Et ça, c'est essentiel. Et le dernier élément, c'est la transformation au niveau du conseil. Alors, la transformation au niveau du conseil d'administration et les comités qui en dépendent, bien sûr, d'abord par rapport à la diversité, parce qu'il faut bien, je comprends bien que pour être administrateur au niveau d'un conseil d'administration, c'est tout à fait normal qu'il faut avoir des compteurs, il faut avoir des kilomètres dans son compteur, c'est tout à fait normal. Mais je pense que les conseils d'administration ont besoin de s'adjuger les faveurs de personnes qui connaissent cette nouvelle génération, qui connaissent comment ça fonctionne et qui peuvent les assister dans la transformation culturelle de la banque. Et ça, c'est un point important. Le deuxième élément, c'est au niveau structurel. On peut imaginer aussi la mise en place de comités qui peuvent être des comités spécialisés pour la transformation et qui peuvent être au sein du conseil d'administration pour apporter à la fois l'appui du conseil pour cette transformation-là, mais en même temps permettre au conseil lui-même de se transformer. Donc, pour moi, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Je tiens vraiment à te remercier, cher Driss, pour cet événement un événement réussi à tous les niveaux. Je suis vraiment content d'avoir participé et je remercie mes chers copanélistes. Merci. Excellente intervention qui permet vraiment de résumer une fois de plus avec un angle tout à fait structurant ce qui a été évoqué par les chers autres copanélistes. Le réglementaire est au début de tous les sujets, ça va de soi, puisque c'est de là que part la structure même de l'activité, que la gouvernance doit se positionner en termes d'orientation, en tout cas stratégique, sur des sujets d'investissement parfois, mais aussi la déclinaison vers les générations, les collaborateurs de toute génération, quels qu'ils soient, et d'intégrer le fait que les disrupteurs, comme on les appelle, sont des partenaires, sont tant de partenaires potentiels de la transformation. Cette même transformation, finalement, qui revient à des sujets d'orientation. On revient toujours au sujet de la gouvernance et du pilotage de toutes ces grands chantiers de transformation. Et donc, je vais passer maintenant la parole à cher Jean-Christian pour nous donner à son tour la réaction qu'il peut avoir de ce qui a été dit par ses chers copanélistes et un dernier regard sur les perspectives d'avenir. Ce sera le mot de la fin sur ce panel avant que je vous donne moi-même un complément d'information puisqu'on va parler aussi un peu des compétences et que je vous explique comment ça a été un peu introduit tout à l'heure. Nous, de notre point de vue en tant que groupe de formation et particulièrement école bancaire, nous avons structuré notre manière d'appréhender les enjeux de nos clients et de nos futurs clients. À très vite pour cette partie-là, mais d'abord, je vais donner la parole à cher Jean-Christian. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la fin ? Merci beaucoup. Moi, je suis extrêmement flatté et honoré de faire partie d'un tel panel parce que s'il y avait deux mots que je me permettrais de dire en guise de commentaire, puisque c'est par là qu'il faut commencer notre propos, je dirais humanité, mais pas naïveté. C'est comme ça que j'ai perçu l'ensemble de vos propos. Il y a beaucoup d'humanité dans ce que vous dites. On sent bien qu'aujourd'hui, on est tous poussés les uns et les autres vers cet élément d'humanité. Et pour autant, aucun d'entre nous, je suis sûr, ne se veut être naïf parce qu'on ne peut pas croire que le monde, comme dans un monde de bisounours, va changer du jour au lendemain et que tout va être parfait. D'ailleurs, il m'arrive parfois à mes étudiants de leur dire « Attention, on peut être bienveillant, jamais complaisant ». C'est totalement différent. La bienveillance, c'est ce que l'on attend de tous aujourd'hui, dans un monde plus vertueux, plus beau. La complaisance, ce serait de la démagogie. Ce serait, de la politique. Et on n'a pas envie d'en faire de la politique dans ce que l'on fait. Alors, moi, j'ai noté plein de choses extrêmement intéressantes. On ne va pas les résumer puisque vous les avez dites, mais par exemple, le professeur Rachid Belahia disait dans ses propos qu'il était pour qu'aujourd'hui, il y ait un véritable rôle qui soit donné à la gouvernance pour que les contrôles soient exercés avec justesse et justice, je note au passage qu'il disait, et je m'étais permis une espèce de petite métaphore parce que vous avez dit qu'il fallait penser à préserver cette jeunesse future, vous avez dit il faut penser à elle. Si vous me permettez, monsieur le professeur, je me permettrai de rajouter une petite chose, je dirais oui, moi aussi comme vous, je suis pour penser à ces générations futures, mais je voudrais aussi que les générations futures pensent un petit peu à nous, parce que finalement, si le monde est ce qu'il est,
il n'est pas irréprochable, ce monde. Mais c'est nous qui avons bâti les fondations. C'est nous qui avons érigé les immeubles. Et ce que j'attends des générations futures, c'est pas qu'ils rasent ce que l'on a fait, mais c'est plutôt qu'ils entretiennent ce que l'on a fait et qu'à côté, ils bâtissent une architecture nouvelle qui sera à son tour transmise au futur. Donc, oui, pour la génération future, mais de grâce qu'on arrête, comme on l'entend dans les propos télévisuels avec des journalistes de bas étage, dire qu'il faut rejeter les générations d'avant comme si elles étaient responsables de tout et de tous les maux. Non, on est quand même dans un monde qui n'est pas parfait, mais qui est quand même un monde qui est chouette, qui est beau, qui a plein de ressources. Et on le doit quand même à ceux qui nous ont précédés, un petit peu à nous, et puis aux prochains aussi de faire leurs preuves et d'apporter quelque chose, si je peux me permettre cet ajout. J'ai entendu d'autres belles choses encore. Moi, j'ai bien aimé la stratégie, par exemple, chez Hicham, qui consiste à dire people, planète, profit. Et le profit vient en troisième seulement. Ah ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien cette chronologie. On pense aux gens, on pense à notre environnement, on pense après au profit, parce que là encore, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les profits, c'est fondamental. Si on ne fait pas de profit, on n'a pas d'argent pour innover demain, on n'a pas d'argent pour investir, et puis on n'a pas d'argent pour récompenser un actionnaire qui finalement nous rapportera à son tour des capitaux quand on en aura besoin. Donc je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Les profits, on en a besoin. Et puis, évidemment, Fouad nous tient aussi des propos avec, il fait même 4 propositions, ça c'est vachement concret, sur une évolution du monde de la banque. Moi, j'apprécie beaucoup et je résumerai presque ça, en 3 mots. Il m'a semblé comprendre dans vos propos que ce que vous recherchiez, c'était la bonne gouvernance, le développement durable, le commerce équitable. Et tout ça, ça nous conduit sur une proposition de Rachid qui disait « Et pourquoi ne pas faire évoluer le monde, le cadre réglementaire de nos entreprises en insistant plus sur le RSE et donc sur une nouvelle forme d'entreprise où l'entreprise, c'est plus seulement le profit les bénéfices au profit de l'actionnaire, mais également au profit de ceux qui ont permis de générer ce profit sans faire de la basse politique démagogique là. Dernier petit point, j'ai beaucoup été amusé, Fouad, quand vous avez parlé de la génération Y, parce que j'ai organisé dans les mois qui précèdent une conférence sur quelles sont les générations, et il y avait des éminents orateurs qui ont parlé de la génération X, Y, et j'ai été très amusé parce que c'est un jeune qui a parlé de la nouvelle génération qu'ils appellent la génération Z. Z comme zapper, Z comme celui qui finalement et sans arrêt la bougeotte, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sont zappeurs en tout. Regardez-les, ils zappent bien sûr à la télévision, mais ils zappent aussi dans leurs amours. La preuve, c'est qu'il y a moins de mariages qu'avant. Aujourd'hui, on zappe la copine ou le copain, on zappe le travail, on zappe les études. Moi, je suis un ancien directeur d'école. Pendant combien de fois j'ai vu des jeunes qui commencent une année, puis l'année d'après, ils font autre chose, puis encore autre chose, etc. On est aussi presque au-delà de l'Y avec la génération Z. En tout cas, merci beaucoup pour la richesse de tous vos propos à tous. Pour une petite anecdote, c'est vraiment remarquable, pour la petite anecdote, on a fait de ces formats des formats courts pour éviter justement que toutes les générations qui nous écoutent ne nous zappent rapidement, hein, parce que vous imaginez que sur un plan pédagogique, on a passé beaucoup de temps ensemble entre hier et aujourd'hui. Et ceux qui ont la patience d'écouter jusqu'au bout, je pense que vous verrez le bénéfice de faire passer plusieurs experts d'une manière succincte en termes de temps. Alors, que vous dire d'autre, mes chers panélistes, que vous m'avez enlevé la tâche de faire une synthèse et j'en suis plus que ravi, puisque ça veut dire que la synergie de ce panel, tel que vous l'avez anticipé, est plus que déclarée, plus qu'affichée. Une très belle synthèse de la part de cher Jean-Christian, évidemment, et une connexion tout à fait dans l'air de ce que nous recherchions et sous le ton que nous recherchions en termes de cohérence d'ensemble.